Et j'ai fait allusion à la question que je pose d'une faille du refoulement originaire. Je pense que en particulier anorexique boulimique, mais en général, la névrose, il y a un noyau originaire, un noyau autiste originaire dans la constitution du sujet, et il y a une faille du refoulement originaire, ou bien plus précisément ce que Freud nomme en malaise le refoulement organique. Il y a une faille du refoulement organique qui fait que nos patients souffrent de réminiscence, en particulier les femmes, pour les raisons évoquées. Ils souffrent de réminiscence et, je dirais, de ce que j'appelle maintenant réaction de survie. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous donner des exemples concrets qui se relient à réaction de survie, perception par rapport à des patients témoins de catastrophes naturelles, et comment ça s'est joué au niveau psychique, c'est-à-dire que, en gros, la question du désastre, de la chute de l'objet, qui est une chute réelle, tout ce que je vous propose, c'est une fiction poétique. Je pense que les femmes, en particulier, ont un rapport au corps réel, dans le langage. Je n'ai pas eu le temps je me suis déjà trop prolongée. J'ai beaucoup d'exemples de lapsus et de parler féminin, qui montrent ce rapport qui est tout le temps à l'œuvre, parce que j'avance qu'effectivement, le féminin s'y différencie du masculin, du fait de ce réellement symbolique, que Alain Didier-Velle travaille énormément dans cet originaire, le réellement symbolique des femmes, avec une sorte de nécessité d'introduire de l'imaginaire dès le départ pour pouvoir détacher, parce que je pense qu'il y a une imbrication entre imaginaire et réel dès le départ, et ce que nous faisons en tant qu'analystes et poètes, c'est essayer d'en dire quelque chose de ça, en fait. Quand je lis Lacan comme un poète, je sens que je prends les questions pas très loin de ce qu'il fait, mais en tant que femme. Et donc, en tant que femme, j'essaie d'introduire un petit peu autrement, puisque effectivement, et du côté de la jouissance, comme dit Dolto, elle dit la libido est femelle et la jouissance est féminine. Et donc, je travaille actuellement sur ces deux polarités du féminin, surtout dans le rapport au fantasme, rapport à la jouissance, qui est particulier, que je n'ai pas le temps de développer, mais ce qu'on met à nu, là, dans ta question, Jean-Mathias, c'est ces traces, qui sont encore là, de ce que j'appelle maintenant l'inceste primitif, puisque le trauma originaire, c'est dans le réel, c'est une perte réelle d'image, et donc comment la femme, la mère, peut donc symboliser psychiquement et au niveau imaginaire. Et j'ai introduit l'imaginaire comme constitutif au départ, et présent dans tous les sens, puisque l'image existe au départ. Et j'ai choqué encore quelqu'un, ça fait 40 ans qu'on a découvert des cellules visuelles sous la peau. Donc, déjà, l'enfant a une vision qui n'est pas celle des yeux, mais celle de la proprioception. Ça ne s'arrête pas à la synesthésie, mais c'est la proprioception et les cellules visuelles qui permettent de relier action à des images. Bon, et donc, le voile, ces racines non nues, ce sont des racines qui sont à la fois dans ce qu'il y a de plus moderne, dans le concept, comme dit le poète. On nomme sa origine, mais ce n'est pas l'origine, puisque l'avant-après, c'est-à-dire que l'origine aussi au niveau de ces images, de cette mémoire, elle remonte très loin, elle peut s'arrêter n'importe où. Ça s'arrête à celle qu'on nomme origine à ce moment-là pour cet enfant donné. Mais que ces failles de refoulement font que ces réminiscences donnent à voir quelque chose dans le lien incestueux parent-enfant, et surtout avec la mère, qui existe réellement. Voilà.
Merci. Je me présente, je ne suis pas psychanalyste, hein, je suis artiste peintre, et j'avais amené ce matin le livre de référence, qui est le titre exact, c'est La Nuit sexuelle. La Nuit sexuelle, oui. Donc les illustrations sont abondantes. Et je voulais faire part un peu de mon étonnement, parce que toutes les illustrations que vous avez présentées, évidemment, la partie là de votre patiente qui commence avec un sac rouge, bon, c'est très ciblé. Mais avant, il y a eu la projection du tableau de Messinger, hein, un beau tableau cubiste, mais je pense qu'il n'est pas dans le bouquin. Hein. Ce beau tableau cubiste évoque une harmonie dans la construction, etc., mais évoque dans la femme ce qu'on peut appeler la tendresse, hein, tendresse maternelle. Mais bon, il n'y a pas que la tendresse, il y a aussi la sexualité, enfin, la sensualité, et puis il y a la violence. Et ça, vous voyez, ça vous a complètement échappé dans votre présentation. Et en tant qu'artiste et assez en admiration devant ce livre, j'étais un petit peu déçu. Alors, plus précisément, vous avez dit des choses qui sont fort intéressantes. Tout ce que vous avez dit est intéressant, mais c'est plutôt par le manque que je suis déçu. Quand vous dites que tout est illusion, que la perception est illusion, c'est très intéressant, c'est une piste très intéressante. Et vous dites, vous avez même jusqu'à dire, je l'ai noté, que l'objet n'existe pas. Alors c'est là, je voudrais que vous essayiez d'expliquer pourquoi vous dites que l'objet n'existe pas. Parce que si l'objet n'existe pas, la personne non plus. Vous voyez, quand on contemple une femme nue ou qu'on la possède, bon, les gens vont dire, les femmes vont dire, je ne suis pas un objet. La femme n'est pas un objet, mais c'est une personne. Mais alors, est-ce que la personne existe aussi? Là, j'ai vraiment pas compris. Merci. Dans mon propos et dans disons, j'ai montré cette peinture cubiste un peu pour le signifiant tricoteuse, mais justement, dans ce que je travaille là, hein, sur l'originaire, c'est quelque chose, comme Freud aurait dit, ce qui est antécédent, l'angoisse du réel, l'angoisse instinctuelle, l'angoisse toxique et la structuration psychique. Hein. Je peux dire que l'enclave, c'est la structuration psychique symbolique et imaginaire du temps de l'objet. Hein. Donc, je suis dans la constitution, si je peux dire, psychique de l'épreuve de réalité. Et je me situe sur ce point-là. Comme Freud le dit, finalement, l'angoisse du réel, elle n'est pas impliquée dans la question de l'amour et de la haine. Et ce que je travaille de plus en plus avec mes analysants, pour essayer de les désenclaver, c'est qu'il faut bien voir que la question de se sentir comme un déchet qui a disparu, bien sûr, avec toutes les conséquences tragiques que ça a pour la vie du sujet, c'est quelque chose qui était déjà inscrit quelque part avant la naissance, hein, pour ces failles de représentation psychique, hein, et qui est une cause de ce qui va être après toute la relation à l'objet. Hein, c'est-à-dire la relation à l'objet avec les parents, hein, de la relation qui s'installe, qui va être tout le temps là, présente, puisque une impensée parentale des deux parents équivaut à non-perception. Alors, pour répondre à cette idée, lorsque je travaille sur la question de la perception, il faut introduire quelque chose qui était aussi freudien. C'est-à-dire, j'ai réintroduit la question de la perception du côté de l'hallucination. D'accord? Donc, c'est peut-être plus facile à penser pour vous, la perception du côté de l'hallucination. Je vous fais un exemple. Une analysante qui avait été présente aux Antilles à un tremblement de terre, hein, me décrivait, elle était toute petite fille, me décrivait ses sensations. Pendant quelques jours, elle se sentait complètement liquéfiée, et voyait tout autour d'elle que liquéfaction.
C'était de l'eau blanche. Bon, j'ai été voir sur Internet, tremblement de terre, Martinique, telle année, etc., énorme tremblement de terre. Quel est l'effet physique d'un tremblement de terre dans une île? Liquéfaction. C'est-à-dire, on est dans le réel. On est dans le réel. Cette même patiente, absolument très fine, hein, qui était une aide-soignante, et très fine dans tout ce qu'elle dit, hein, et j'écoute, et c'est ça que j'essaie de mettre en mots, en fait. Elle dit la chose suivante. Elle a un certain âge maintenant, et elle dit... elle a eu une toute petite fracture sous la plante des pieds, et elle me dit, c'est comme ça qu'elle a parlé de tremblement de terre, elle me dit, avec cette petite fracture, je ne vois plus les couleurs, je vois tout en noir et blanc, et je vois un petit peu une façon, comme ça me rappelle le tremblement de terre quand j'étais petite, etc. Et elle me dit la chose suivante, mes yeux et mes pieds sont mon stylo. Voilà. Donc, voilà ce que me disent les patients. Je ne sais pas s'il y a 80 ans, une patiente aurait dit ça. Ça, je ne pense pas. C'est seulement aujourd'hui qu'elle peut dire ça, je pense. Mais elle me dit, mes yeux et mes pieds sont mon stylo. Hein? Disons que c'est exactement ce que j'essaye de porter. Hein? J'ai porté un regard, justement, de comment se fait comment se fait le phénomène de perception et comment finalement la façon poétique que nous avons de parler ça, hein, et d'imaginer ça et de parler ça, et comment les femmes sont complètement dans ces réellement symboliques, c'est-à-dire que toute parole est mesure, et où il y a pour nos patients enclavés une espèce de prégnance d'une parole de signifiant-signifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, puisque toutes les paroles des analysants sont prises dans les temps de l'autre. Hein? Il n'y a pas de polysémie possible, il n'y a pas de mouvement, parce qu'il y a une prégnance entre autres phénomènes. Mais ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que ces phénomènes de langage tout à fait justes, repérés par Lacan, et que nous pouvons repérer par le langage, et donc, comme par le langage, je repère avec cette patiente qu'est-ce que c'est la perception, hein, et qu'est-ce que c'est et comment la pulsion de survie, mais je n'ai pas le temps de développer ça aujourd'hui, mais comment la prochaine fois, la pulsion de survie est primaire dans l'organisation, allons dire, symptomatique, de là où ça tombe, symptomatique, du symptôme, hein, de comment, après, tout se déroule d'une certaine manière, puisque effectivement, quelqu'un qui n'est pas regardé, qui n'est pas vu comme Natacha, qui n'existe pas dans le champ de la réalité, parce que tout simplement, comme dit Freud, pour traverser l'épreuve de réalité, faut-il encore avoir perdu l'objet qui était source de grande satisfaction. Et j'avance maintenant que tous les patients névrosés, selon une intensité différente, une défaillance différente, une intensité différentes, mais souffrent des réminiscences et n'ont pas intégré la perte de l'objet, ni de l'objet originaire, ni de l'objet incorporé. Bon, voilà, j'ai envie de dire quelque chose en écho avec mes mots, avec ce qui a circulé dans ce que j'ai entendu et le travail que je connais un tout petit peu de Tamara, ou du moins les échos que ça fait en moi, et votre intervention, monsieur. Voilà, parce que lorsque vous êtes intervenu, donc Pascal Quignard, qui me touche beaucoup, enfin ce qu'il écrit, voilà, et peut-être parce que justement, et puis parce qu'aussi lors d'un colloque organisé par le Cercle freudien, j'ai eu l'occasion d'approcher un peu plus, je dirais, ce personnage, cette personne, et ce qu'il a écrit, très modestement. Et dans un des ouvrages, il y a une phrase que je ne vais pas restituer forcément, parce que je l'ai un peu oubliée, sans doute transformée, mais cette phrase me poursuit, et elle m'est revenue quand je vous ai entendu.
il dit quelque chose comme tomber amoureux, c'est croire qu'on a trouvé l'objet qu'on n'a jamais eu. Et voilà, et il me semble que les mots nous captent et nous emprisonnent un peu, mais il me semble que l'objet aussi dont nous parlons, dont Tamara nous parle, c'est à la fois un objet perdu, mais peut-être qu'on n'a jamais eu. Et là, je retrouve la question de l'hallucination, c'est-à-dire les tout premiers temps et le mythe de la première satisfaction, enfin chez Freud, c'est-à-dire là où il n'y aurait pas une page blanche, quoi, quelque chose de l'ordre d'une première inscription ou d'un lieu psychique qui n'est pas encore un lieu psychique. Enfin, je ne sais pas trop le dire autrement que comme ça. Et moi, en tout cas, ce que j'entends de ce que dit Tamara, et qui m'intéresse beaucoup, c'est comment... Bon, alors cette question d'un objet perdu qu'on n'aurait jamais eu, c'est quand même pas rien. Hein. Bon, d'autres, comme Sibony, parlent de l'état amoureux comme cet état de balbutiement avant le mot. Ce dont parle aussi, il me semble, beaucoup Quignard, le mot au bord de la bouche, ce temps premier, ce temps primaire. Enfin, voilà, j'associe beaucoup... sur ces choses-là, mais sans pouvoir à proprement parler. Alors, Tamara, tu disais la femme. Moi, j'ai l'impression que c'est le féminin. Je dirais le féminin. Oui. Plutôt, alors, bien sûr, la femme. Oui, oui, oui. Hein, mais par excellence, la femme. Mais le féminin qui rencontrerait plus particulièrement... et j'ai été très sensible à ce que tu as dit, à cette importance de l'imaginaire. Je suis très, très frappée, là, actuellement, à travers des femmes en analyse qui sont dans des débuts d'analyse et qui sont dans une folie de nécessité de passer par un imaginaire pour rencontrer leur propre féminin en tant qu'objet qui existerait. Je ne sais pas le dire autrement. Voilà. Et qui serait perçu par l'autre. Et l'autre, c'est l'homme. Quand une femme me dit... voilà, je vais à un mariage, j'ai acheté 2 sacs. 2 sacs à main. Ah bon, oui. Et les 2 sacs à main, elle ne sait pas lequel elle va mettre. Elle va demander à l'homme qu'elle aime, enfin dont elle est amoureuse en tout cas, elle est dans l'état amoureux. Elle va lui demander lequel des 2 sacs. Voilà, lequel des 2 sacs, pour parler de sacs. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, c'était hier qu'elle m'en a parlé. Voilà, lequel des 2 sacs, c'est lui qui aura, le pauvre, il va se trouver, je ne sais pas comment ça va se passer, la question et la réponse. On passe, là, le timing. Quoi ? On va peut-être... Là, je crois qu'on est oui, là, tu as dit au départ là, qu'il était nécessaire que tout ça rentre dans une combinatoire. Donc, je pensais effectivement qu'il y avait une question de figurabilité et qu'on ne pouvait parler de l'inconscient, bon, d'où peut-être la difficulté au sens freudien, qu'à partir du moment où il y a une liaison possible entre l'espace, enfin au niveau de la corporéité, et le temps. Et ce qui me vient, bon, je m'occupe dans une partie de mon travail à l'hôpital de pas mal d'enfants autistes, enfin ou dits autistes, ça s'appelle trouble du développement précoce. Enfin, il y a un diagnostic à poser. Et bon, je m'aperçois que même ces enfants, pour ceux qui ne parlent pas, il y a un moment important, c'est le moment où ils arrivent effectivement à s'isoler dans un espace clos, enfin, hors de la lumière, pour effectivement lancer un pseudopode, c'est-à-dire par exemple un cube ou un objet qui va résonner, qui va leur donner une consistance, une enveloppe sonore. Donc je dirais qu'il y a une configuration de l'espace qui est purement acoustique et à ce niveau purement sensoriel, et qui est le préliminaire, bon, à ce qui est effectivement à ce moment-là extraction du signifiant, voire même de choses qui sont extrêmement minimales au départ.
Donc je dirais, enfin, pour me résumer, que pour moi, c'était un petit peu ce que je voulais développer, là, le trou ainsi fait, enfin, il y a plusieurs modalités d'entrée, et la raison du temps et le préalable à l'aliénation signifiante, par exemple, si on parle des enfants autistes. Pour des personnes qui ne sont pas dans cette configuration, c'est plutôt du côté de la séparation. Et là, ça mériterait effectivement de s'interroger davantage sur la question du refoulement. Le refoulement originaire n'est pas du tout la même chose à partir de là que le refoulement où on l'entend habituellement dans des cures de névrosés. Voilà. Bon, il y aurait la question de la lettre et à propos de l'objet, la question peut-être mettre ça en rapport avec la question de l'objet A pour Lacan. C'est un peu ce que j'aimerais développer cet après-midi. Tout à fait intéressant. Oui, moi aussi, je trouvais très intéressant l'attention que tu as apportée à la série de sacs, en tant qu'une espèce d'objet prothèse que cette femme a apporté et dont tu as extrait aussi une très belle série de réalisations d'art en tant qu'objet trouvé. La photo est magnifique et ça pourrait être très bien une photographe, un travail d'art. Et là, la succession de ces objets signalait en interprétant bien sûr que la femme apporte ce poids enfant qui est peut-être elle en train encore de naître dans l'utérus de sa mère. Et je souligne le signifiant gestation, qui signifie vraiment porter un poids physique. Et elle apporte ce poids qui prend au fur et à mesure une forme toujours plus mince, et en renonçant à la structure d'enveloppe, en renonçant aussi à l'espace intérieur, en réduisant l'espace intérieur, jusqu'à se réduire au dernier sac, presque à une surface d'inscription, justement. Oui. Donc, ces objets, en effet, symboliquement réels, qui à première vue aurait pu paraître quelque chose d'insignifiant au niveau de l'habillement, de la façon de s'habiller de la femme, tu en as fait en effet une série signifiante qui parvient à une métaphore du sujet et qui concerne sa possibilité de jouissance. Oui. Mais surtout, je trouve aussi l'objet trouvé, oui, car en détachant de tout le complexe de sa façon de s'habiller, tu as vu la représentation matérielle. C'est ça, oui. Pas en image, mais vraiment avec une substance, je répète, un poids, soit du ventre de la mère, soit de la mère, soit de l'enfant. Donc, on a pu restituer son poids réel. Mm-hmm. Merci. Merci. J'ai envie de revenir sur la question de l'objet, parce que à travers aussi, enfin, je me présente en quelques mots, je suis un peu nouvelle sur le milieu psychanalytique, puisque j'arrive en art-thérapie après un chemin personnel qui vient de la philosophie Merleau-Ponty, la perception. Un peu plus fort. Qui vient, donc le point de départ, c'était la phénoménologie de la perception avec Merleau-Ponty. Et donc aujourd'hui, l'art-thérapie et la psychanalyse. Et donc, moi, je fais l'hypothèse que l'objet qu'on n'a jamais eu pourrait être l'objet du trauma
comme le trauma qui n'est pas celui, nous ne l'avons jamais eu, parce qu'il n'est pas celui de la personne qui souffre de réminiscence, puisque lui, il est enfant de survivant, et donc il est l'objet du trauma de l'ancêtre qui a véritablement vécu ce trauma, et qui, par transmission, donc, se transmet comme une absence, comme une trace. Et je suis très sensible au fait que vous parliez effectivement à la fois de cette possibilité de transmission à travers la vie fœtale, et notamment donc, de cet imaginaire présent avant même le sujet, puisque moi, j'ai par mes recherches trouvé une psychanalyste qui parle d'un travail qu'elle a fait sur les premiers sens apparaissant dans la vie fœtale, et qui, avec le travail des sciences cognitives, il serait apparu que c'est le rythme qui apparaît avant même le son, avant même le contact. Donc le rythme comme étant, pour moi, selon mon travail fait suite à Merleau-Ponty et aux poètes et aux peintres, l'élément qui permet de faire le lien entre le vécu et la représentation. Le poète nous parle de son expérience et nous la vivons à travers son texte grâce à un rythme. Donc je reprends quelque chose qui n'est pas une cadence, mais donc qui est plus complexe. Et donc qui pourrait être appelé pour moi une expérience, la première, il n'y a pas de différence de genre peut-être à ce moment-là, et qui donc serait plus liée à la production d'images et comme fondation de la pensée, avant même donc une structuration. Voilà. Et voilà, j'ai presque tout dit en fait à travers ça. Donc cette absence. Donc voilà, l'hypothèse c'est que l'objet n'est pas. Alors voilà, l'autre élément qui, pour relier à ce que vous disiez donc au travail purement psychanalytique, donc sur cet objet qui n'est pas satisfaisant ou qui est satisfaisant. Donc là, l'objet. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre donc récemment dans les discours autour de moi de psychanalystes, et que je mets en relation avec cet objet du trauma. Et le lien, pour permettre de passer de l'un à l'autre, me semble être le rapport de l'obsessionnel à l'objet dont il jouit, alors que c'est un objet qui au départ était une souffrance. Donc est-ce que cet objet du trauma est satisfaisant comme il pourrait l'être pour un obsessionnel? Voilà. Je pourrais juste vous dire qu'évidemment, dans la Ursucht, dans le besoin primitif ou dans la passion primitive, qui est le fondement même de l'archaïque, de la pulsion orale, de la compulsion de répétition, de la compulsion à remplir, etc., dont les addictions fait partie évidemment de la mise en place de la structure obsessionnelle. Voilà. Bien sûr, savoir. Merci Tamara pour ton intervention. Je voudrais simplement éveiller à 2 ou 3 questions. Tu as donné dans ton propos une série, tu as énoncé une série d'angoisses du réel. Je voudrais référer ça à l'écrit freudien du malaise, où Freud mentionne 3 angoisses importantes liées à la souffrance humaine. 1, l'angoisse vis-à-vis de la nature, la peur et la puissance de la nature. 2, l'angoisse de la mort qui advient un jour pour tous. Et 3, et c'est cette 3e que je voudrais souligner et que je te demande si tu l'intègres dans la série, c'est l'angoisse d'origine sociale. C'est-à-dire la souffrance due
à la question sociale. Ça, c'est une question. Un des points que j'aimerais que tu puisses nous éclairer. L'autre, tu as parlé de la chute de l'objet. C'était au moment où nous regardions la photo de Klein. Enfin, la chute de Klein. Oui. Si je le traduis littéralement, la chute de Klein, si je le traduis en français, ça donnerait la chute du petit. Alors, ma question est chute de l'objet ou chute du sujet. Et je suis ravi que tu aies ensuite, dans une série de réponses que tu as données, où tu as apporté la question du symptôme. Pour lier, bien sûr, le signifiant de chute à celui de symptôme, puisque symptoma en grec, qui veut dire une série de choses qui tombent ensemble, symptoma, et qui donne en grec le signifiant de coïncidence. Il y a coïncidence quand une série de choses tombent ensemble et qui va nous donner à nous le terme de symptôme, un peu comme si l'on disait là, per esempio in italiano, dove accadono le cose. C'est-à-dire cette série de choses qui tombent ensemble et qui font coïncidence et qui se rapportent bien sûr à la signifiance de la chute. Puis, quelque chose de très simple qui m'est venu à l'esprit à propos de l'oubli pour sortir de l'enclave, l'oubli nécessaire pour sortir de l'enclave, il m'est venu à l'esprit une phrase d'Héraclite qui disait que l'humain a ceci de particulier, c'est qu'il fonctionne sur deux sentiers, le sentier du jour et le sentier de la nuit. Et de la nuit, c'est-à-dire dans laquelle se développent les rêves. Eh oui. Et il disait ceci, ils ont ceci de particulier, les humains, c'est que lorsqu'ils parlent, étant éveillés, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et quand ils dorment, ils l'oublient. Et puis, simplement, ça m'a permis de rappeler que tu as mentionné dans l'élaboration que tu as faite de ton cas clinique que la psychanalysante allait régulièrement au cimetière du Montparnasse, sur la tombe des parents. Et Montparnasse, sans doute le sais-tu aussi bien que moi, le Montparnasse, c'était le mont, une résidence des dieux où ils se retrouvaient pour dîner ensemble. C'est là qu'était entreposée la table des dieux. Et puis, une toute petite question qui est d'ordre pratique, c'est au sujet des sacs. Des séries de photographies de sacs que nous avons vues, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de madame à propos des sacs. Ma question est brutale. Comment t'autorises-tu à photographier les sacs de tes analysantes et quelle est la négociation que tu mets en place pour ça Alors, je n'ai pas photographié, moi, mais j'ai demandé à l'analysante si elle voulait bien photographier. Voilà, donc l'œuvre, c'est de l'analysante. Et non. Mais ce qui est important quand même à noter, justement, c'est que parmi les quelques analysants que je reçois suite à la lecture du livre, il y a quelque chose qui s'instaure justement d'une co-création au départ, c'est-à-dire qu'ils sentent mon enthousiasme. Je suis dans la création d'une idée, ce qui compte sûrement dans le transfert, parce que voilà. Et quelque part, il y a ce désir justement de co-création et qui intervient. C'est ce qui m'a, j'ai pas eu le temps, mais ce qui m'a un peu rassurée en quelque sorte, parce que j'ai vu que et l'interaction est évidente. Et suivant mes questions, depuis quelques mois, j'ai réfléchissé sur la question des sacs. Voilà que tout est pas seulement elle. Toutes les patientes se mettent à amener des sacs incroyables. Vous voyez, c'est incroyable. Je commence à m'intéresser à la question de la chute et des rêves de chute.
toutes les analysantes, enfin toutes, j'exagère, mais beaucoup de femmes analysantes qui amènent des questions de chute. Hein? Alors, des questions de chute, soit c'est le bébé, enfin, j'ai des exemples très, très intéressants, je ne peux pas tout développer, mais c'est très intéressant à théoriser, en fait. Et alors, je me disais, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment qu'il y a quelque chose de tellement... Enfin, c'est pas surprenant, mais c'est bon. Et alors, je suis en train de lire le livre de Laura Pigozzi, qui est psychanalyste et chanteuse, un livre formidable que j'espère pouvoir faire traduire, publier en France. Et donc, j'ai lu dans son livre qu'il y a des métaphores, des énoncés, ces analysants, hein, et qui sont les mêmes. Hein, mais alors, je me suis dit, pas seulement elle est femme, mais les chanteuses, elles travaillent sur la voix, donc elle est dans le même écoute que moi, si je peux dire. Dans le même écoute que moi. Peut-être moi plus visuel, elle plus auditif, hein, même si j'ai l'écoute, enfin, cette écoute du réel de la voix, si je peux dire, mais peut-être je privilégie le visuel, ce que les patients me donnent à voir, parce que le problème des boulimiques anorexiques, c'est qu'elles ne peuvent pas penser, elles agissent les pensées. C'est-à-dire, pour répondre à Jean-Mathias, ce qui s'opère, c'est qu'elles donnent à voir les pensées qui devraient être secrètes. Et c'est là où il y a une faille du refoulement. Elle donne à voir ce qu'elle pense secrètement. Voilà le phénomène, et voilà ce qu'on doit essayer de théoriser, conceptualiser. Et donc, il y a donc cette réflexion qui est au fil du réel, voix-regard, hein, qui nous amène dans ces espaces où les métaphores que je voulais vous citer de ce patient de Laura Pigozzi étaient des métaphores qui auraient pu être l'avant-propos d'aujourd'hui. C'est-à-dire avant-propos très intéressant que je reprendrai sans doute dans 3 ans dans les colloques Psychanalyse Art Sciences en collaboration avec des astrophysiciens. Hein, parce que toutes ces images métaphores de météorites, des astres, chez les analysants aussi hommes, hein, et chez les femmes très très souvent, hein, disons que peut-être il y a une disparité dans la récurrence, mais il y a quand même une récurrence, sont explicables dans différentes dimensions. Hein, et quand je voulais montrer la tricoteuse cubiste et la problématique explicite du tableau cubiste avec les multiples références, hein, c'était pour amener cette question. C'est qu'il y a beaucoup, d'abord, pour moi, toutes les théories analytiques coexistent parce que voient une facette, comme dans la tricoteuse, une facette de l'objet. Et du rapport que l'objet entretient, et du sujet, rapport à l'objet qui entretient avec le monde. Et donc, c'est cet aspect-là, hein, polymorphe, que je voulais montrer, que j'ai naturellement, mais que, voilà, en tant que traducteur de différentes langues que je ne connais pas. Voilà. C'est quand même très important ce que tu dis pour la théorie, c'est que ces sacs que tu nous as montrés, ce sont des créations. Et ce sont des créations à 2. C'est ça. Oui, j'ai pas répondu. Et donc, je pense que effectivement, cette question de la honte et du dégoût, hein, est profondément liée pour l'être humain à l'angoisse sociale, mais que nous devons entendre comme beaucoup plus relié que Freud ne pensait à cet archaïque qui est toujours là, voilà, qui est toujours présent et qui est